Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Merci d'être à l'émission Parole à l'élu. Cette semaine, je reçois le député de Pontiac, Mathieu Ravignan, mais dans un premier temps, le député provincial, Alexandre Iraca. Monsieur Iraca, d'abord, merci de prendre le temps de venir encore une fois nous rencontrer. Ça fait plaisir. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce qui fait l'actualité actuellement. On parle beaucoup de coupures au niveau de l'aide sociale, même si le ministre maltais se défend de faire des compressions. Pour vous, c'est clair, c'est vraiment des coupures là, pour les plus démunis. Absolument. Il y a plusieurs ministres du Parti québécois qui ont reçu des commandes du ministre des Finances à l'effet de couper dans leur ministère. Évidemment, le PQ a fait plein de promesses qui font en sorte qu'il met en péril le budget du Québec. Et là, la ministre maltais coupe dans les plus démunis, ceux qui ne se plaindront pas, ceux qui vont faire moins de bruit. Elle coupe des familles qui ont des enfants de 5 ans et moins, et elle coupe les contraintes temporaires à l'emploi, les gens qui ont 55 ans et plus. Et aussi, je pense, ceux qui bénéficient d'un programme là, pour dépendance au niveau de la drogue, des choses comme ça. Oui, exactement. Pour ceux qui ont des dépendances reliées à la drogue. Alors, ça représente à peu près 129 $ par mois là, pour les familles avec des enfants de 5 ans et moins. À peu près la même chose pour les contraintes temporaires à l'emploi. Et ce geste-là là, est un geste inutile et non nécessaire. Les gens sur l'aide sociale de 2003 à 2012 ont baissé de 13 %. Il y a 13 % moins de personnes sur l'aide sociale entre 2003 et 2012. Pourquoi? Parce que des mesures d'intégration à l'emploi qui ont été mises à peu près partout avec Emploi Québec, Carrefour Jeunesse Emploi. Beaucoup de mesures ont été mises pour que ces gens-là intègrent le marché du travail. Alors, de dire à ces gens-là, on va vous enfoncer encore plus dans la pauvreté, va vous aider. Alors, c'est un raisonnement qui est complètement illogique. C'est aller chercher de l'argent, récupérer de l'argent sur le dos des plus démunis, ce qui est complètement à l'encontre des idéologies du Parti québécois. Ils ont fait leur chou gras en campagne électorale en disant « Nous, on va aider les pauvres, puis on va punir les riches, puis on va taxer les mines. » Puis ils font complètement l'inverse. Alors, c'est un peu bizarre comme attitude. Mais en faisant ces coupures-là, est-ce qu'on n'est pas en train de lancer le message que les gens qui sont sur l'aide sociale, ce sont des gens, un petit peu comme la croyance populaire, les gens qui sont là, des profiteurs, si on veut, des bougons, comme on l'a vu dans le... Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place dans les dernières années. C'est pour ça que les personnes sur l'aide sociale, d'année en année, ont diminué, là. Alors, il va toujours avoir une certaine tranche de la société qui va demeurer sur l'aide sociale. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas aptes au travail, qui ont des déficiences de toutes sortes. Il y a des jeunes mères monoparentales qui, à court terme, ne peuvent pas réintégrer le marché du travail. Il y a des gens qui sont incapables physiquement de travailler. Alors, d'aller taxer ces gens-là davantage ou leur enlever de l'argent, c'est de s'attaquer aux plus démunis. C'est une attitude négative. Ce qu'il faut faire, c'est continuer les mesures d'intégration à l'emploi, et ça a fonctionné. Les personnes qui sont sur l'aide sociale ont diminué d'année en année depuis que des mesures drastiques d'intégration à l'emploi ont été mises sur place en 2003. Est-ce que, parce que justement, Mme Maltais a présenté ça là, presque en catimini. Oui. Ça a été présenté sans consultation, sans en discuter. Évidemment, on dit on va en parler durant 45 jours. Est-ce que c'est suffisant pour que le gouvernement a dit clairement qu'il ne reculerait pas? Ces mesures-là vont être appliquées, peu importe. D'abord, si ça n'avait pas été découvert, il n'y aurait pas eu de discussion pendant 45 jours. Et ça a été découvert par les médias, même pas par... non, voilà. Écoutez, ça a été passé en catimini, pas parlé au Salon Bleu, il n'y a rien au crédit, rien dans les échanges avec l'opposition. C'est une mesure que le Parti québécois pensait qu'il était pour passer sous la couverte. Alors, merci aux médias, mais évidemment, ça touche les plus démunis et ce n'est pas eux qui vont dans la rue faire du tapage, donner des coups de casserole, des choses comme ça. Ce n'est pas des gens qui vont s'organiser pour contester. Donc, c'est une mesure qui a été faite en cachette, rapidement. Et malheureusement, ça touche les plus démunis. Et quelques jours auparavant, Mme Maltais qui se rendait à Ottawa justement pour dénoncer là, les mesures, les coupures à l'assurance-emploi. Alors, il faut avoir le courage de ses convictions. Pour des gestes strictement partisans pour s'attirer des votes,
Elle est capable de faire des choses, mais elle fait exactement ce qu'elle reproche aux autres. Elle est venue rendre visite à Ottawa, aller marcher dans les rues aussi pour contester la mesure de l'assurance-emploi qui dit que les gens devront travailler à plus de 100 km, mais à plus de 50 km jusqu'à 100 km. Et de l'autre côté, puis ça, c'est des gens qui travaillent, qui reçoivent un chèque d'assurance chômage. De l'autre côté, elle pénalise les gens démunis qui ne travaillent pas. Alors, c'est un geste... il faut que les bottines suivent les babines ou l'inverse. Alors, c'est important, quand on émet des opinions, on fait des gestes, d'être cohérent. Vous avez parlé évidemment de casserole il y a quelques instants, de carré rouge. On se souvient du printemps érable de l'année dernière. Le gouvernement qui avait promis, en fait, en campagne électorale, qui avait promis un sommet sur l'éducation qui a effectivement eu lieu. On a promis aux étudiants un gel des frais de scolarité et finalement, c'est une indexation. Madame Marois qui dit, bon, ben ça équivaut à un gel, étant donné qu'on indexe selon l'augmentation du coût de la vie, alors que les salaires et tout ça, c'est pas nécessairement indexé au même montant. Oui. Là, d'abord, dans un premier temps, sans partisanerie, là, si les gouvernements, dans le passé, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, que ce soit le Parti québécois ou le Parti libéral, si le gouvernement, dans le passé, avait indexé d'année en année au coût de la vie, il n'y aurait pas eu de printemps arabe et les gens, il y aurait eu une mentalité de faire en sorte que tout le monde contribue au Québec pour l'éducation à des mesures différentes et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Alors, que ce soit par le Parti libéral ou le Parti québécois, moi, je suis convaincu de ça. Ça a été gelé pendant plusieurs années pour des gains partisans et aussi parce que personne ne voulait une manifestation. Peut-être que le moment n'était pas opportun. Mais bon, là, on se retrouve aujourd'hui avec une indexation. Et écoutez, Mme Marois a beau appeler ça un gel, là, mais c'est une indexation, c'est ça le vrai terme. Les frais de scolarité vont augmenter. Maintenant, il y a eu des manifestations dans les rues. Moi, je n'ai pas vu aucun membre du Parti québécois dans les rues dans la dernière manifestation avec des carrés rouges ou des casseroles. Alors, ils l'ont fait l'année dernière, quand ils étaient dans l'opposition. Moi, je n'irai pas dans la rue pour dire que ça n'a pas de bon sens puis taper des casseroles, parce que je suis convaincu qu'il faut augmenter graduellement les frais de scolarité pour se réajuster, pour avoir des universités francophones compétitives au Canada. Mais les étudiants veulent encore la gratuité. On sort de ce sommet-là pas du tout satisfait comme association étudiante. Ben oui, mais c'est normal que les étudiants soient fâchés quand un parti, et plusieurs jeunes ont donné leur vote à ce parti-là, est allé dans la rue manifester. Mme Marois était à côté de gens qui voulaient la gratuité scolaire. Et même le sujet n'a pas été mis à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de discussion sur la gratuité scolaire. Elle a manifesté avec des gens qui voulaient ça. Puis ceux qui ont manifesté, là, les manifestations, c'est correct. Tant qu'il n'y a pas de violence, c'est fait légalement, c'est correct. On peut avoir des convictions. Il y en a qui sont convaincus que ça devrait être gratuit. Mais quand on est un chef d'État, une chef d'État ou une future chef d'État, puis qu'on va marcher avec ces gens-là, c'est parce qu'on est d'accord avec l'idée, avec l'idéologie. Alors, c'était une mise en scène, le sommet. C'était d'un sujet qui était pipé d'avance. Tout le monde savait le résultat avant que ça commence. Maintenant, le Parti québécois vivra avec les décisions. On reste dans le monde de l'éducation. On sait que Mme Malavoie a annoncé la semaine dernière que l'enseignement de l'anglais intensif obligatoire en sixième année ne sera plus obligatoire. Les commissions scolaires ou les écoles qui veulent le faire vont pouvoir continuer de le faire. Comment, en fait, comme député de l'opposition, mais aussi comme ancien président d'une commission scolaire, comment vous réagissez à cette annonce-là? C'est une erreur majeure. D'abord, de dire qu'on va laisser chaque école décider s'ils veulent enseigner l'anglais ou pas, c'est une erreur aberrante et majeure. Qu'on reste en Abitibi, en Outaouais, au Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Rimouski, peu importe, on est en train de dire, d'une région à l'autre, ça va être disparate. Ça se peut qu'un enfant apprenne l'anglais, ça se peut qu'il ne l'apprenne pas. Mais là, on parle, monsieur Racon, on parle d'anglais intensif en sixième année. On ne dit pas qu'on n'enseignera plus l'anglais. Oui, mais dépendamment dans quelle région qu'on est, je vais avoir de l'anglais intensif en sixième année ou j'en aurai pas. D'un, ça fait ça peut créer des disparités incroyables entre les écoles. Deux, de dire que les enfants, toutes les recherches universitaires le prouvent,
Les enfants, ce sont des éponges. Apprendre une deuxième puis une troisième langue, demandez-le à Mme Marois comment c'est difficile d'apprendre l'anglais quand on a passé un certain niveau d'âge. Les enfants en bas âge, ce sont des éponges. C'est le temps de leur apprendre des langues. Et il faut arrêter de faire peur aux Québécois en leur disant « Mon Dieu, si vous apprenez une deuxième langue, là, le français est menacé. » C'est complètement faux. Il faut être ouvert sur le monde. Il faut être libéral. Il faut être capable de dire « On va apprendre une deuxième langue, une troisième langue s'il faut. On est ouvert sur le monde. Puis le français va bien se porter au Québec. Il faut être fier de notre langue. » Moi, je donne toujours un exemple. C'est toujours le même exemple que je donne. Il est à côté de moi, il est proche de moi. Mon père, quand il est arrivé d'Italie, parlait ni français ni l'anglais. Il a appris le français. Il s'est assuré que ses enfants apprennent le français. Il faut faire en sorte, il faut viser l'excellence. Il ne faut pas viser vers le bas. Il faut mettre dans les classes au primaire une deuxième langue, puis idéalement, je vais vous dire, M. Pilote, une troisième langue. On l'apprend au PEI, au Programme international au secondaire, l'espagnol. Oui. Si on pouvait l'apprendre dès le primaire, tant mieux, il faudrait le mettre. Alors, visons l'excellence, visons pas en bas de ça. Est-ce que les commissions scolaires avaient les outils nécessaires pour implanter ça? Ça, c'est une bonne question. Alors là, si Mme Malavoie a dit, OK, les commissions scolaires n'ont peut-être pas les outils assez forts ou nécessaires pour l'instaurer, est-ce qu'on peut regarder des modalités d'instauration graduelles pour faire en sorte qu'on l'inclue graduellement dans certaines écoles primaires? Est-ce que certaines écoles auraient pu demander des dérogations pour dire « Cette année, on n'est pas prêt, mais on va le commencer l'année prochaine, ça va nous laisser le temps de former nos enseignants ». Ça aurait été une belle avenue de dire ça, de dire, écoutez, il y a certaines écoles où ils ont toutes les ressources, ils ont plus d'argent, ils ont plus d'enseignants, ils sont dans un milieu urbain, ils ont des profs anglophones en masse, démarrer ça tout de suite, puis je vais accorder des dérogations pour certaines écoles où c'est plus difficile. Ça aurait été la bonne façon. Mais là, le message qu'elle envoie, c'est que, écoutez, l'anglais, c'est pas important. Première, là, on parle de la 6e année intensive, mais il y a la question, dans les propos qu'elle a tenus, de remettre en question l'enseignement de l'anglais au primaire. Point à la ligne, là. Ce qui est complètement un recul. Il faut, au contraire, viser vers l'avant. Tous les pays occidentaux apprennent beaucoup plus qu'une langue. Il y a des gens qui parlent 4-5 langues facilement. Pourquoi? Puis ils ne se souviennent même plus quand est-ce qu'ils l'ont appris, parce qu'ils l'ont appris très jeune. De me parler aux gens, là, moi, j'ai bûché pour apprendre l'anglais, puis j'ai encore beaucoup de difficultés. Mais les gens, là, beaucoup de gens à Buckingham là, qui ont appris l'anglais puis le français en même temps. Voilà, bien alors on va souhaiter que les jeunes apprennent aussi à parler ou à bien écrire français. Absolument. Bon retour à Québec, M. Racah. Alors, tout de suite après la pause, le député fédéral Mathieu Ravignan. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et comme je vous le disais tout de suite avant la pause, je reçois maintenant le député néo-démocrate du comté de Pontiac, Mathieu Ravignan. Monsieur Ravignan, merci de venir nous rencontrer encore une fois. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes évidemment en pleine semaine, presque semaine de relâche, comme les étudiants, une semaine dans le comté pour tous les députés. J'imagine que c'est une période assez intensive de rencontres avec vos électeurs. Tout à fait. Quand on a seulement une semaine, on essaie de mettre autant de rencontres que possible dans les jours qu'on est présent en comté. Moi, c'est un grand comté, donc j'ai 3 bureaux. Je me déplace à Gracefield, Campbell's Bay. Je suis ici à Buckingham aujourd'hui. Ça fait beaucoup de va-et-vient, mais c'est toujours bien de voir mes commettants parler de politique, parler de leurs enjeux, les priorités de la région. Vous avez eu d'ailleurs ce matin même l'occasion d'être au déjeuner pour la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées.
au Lala Bistro. Vous avez rencontré des gens. Et pour vous, c'est important de continuer là, de rencontrer les électeurs? Absolument. Puis cette question-là, la violence conjugale, c'est très important dans une société. C'est un fléau qu'il faut éliminer. Et puis, ils font du excellent travail. Le propriétaire, Martin Lajeunesse du Lala Bistro, devrait être félicité pour avoir organisé en partie ce bénéfice-là. Et puis, j'ai été très content d'être présent et puis d'inviter. La dernière fois que vous êtes venu nous rencontrer, on avait parlé de la refonte des comtés. Vous disiez à quel point le comté de Pontiac avait comme pas d'allure, en ce sens que c'est plus grand que la Belgique. On parle de Maniwaki jusqu'ici, dans le secteur Buckingham. La refonte qui a été faite est un petit peu ce que vous souhaitiez, en ce sens que le comté est rapetissé un petit peu du point de vue géographique. Oui, ils ont réduit le territoire. Au début, ils avaient suggéré un territoire encore plus grand qu'il l'est présentement. Ils ont ajouté une partie des Hautes-Laurentides, très difficile d'accéder. Vraiment, la question essentielle ici, c'est le service aux gens. Il faut être capable de bien servir les gens. Quand votre député doit faire 5 heures de route, c'est difficile. Et puis, d'avoir un bureau si loin aussi. Ils ont rapetissé le comté. Ils ont enlevé le côté est, Buckingham-Masson-Angers. Ça, je suis moins content. J'aime bien cette communauté ici. Je veux les servir, je veux servir les gens d'ici. Mais aussi, ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour remplacer ces gens-là? C'est qu'ils ont ajouté des parties de la Haute-Gatineau, de la ville du Nord et puis aussi de Elmer. Puis Buckingham a quand même, si on regarde un peu le territoire de la SADC, par exemple, a quand même une affinité avec Papineau, avec la Petite Nation. Donc, ça fait un certain sens. Je suis certain que les gens d'ici vont être bien représentés par leurs députés. Vous allez de toute façon quand même être présent à la ville de Gatineau en ayant une partie du territoire de la ville d'Elmer. Tout à fait. Donc, on va voir à la prochaine élection là, si, d'une part, vous vous présentez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après la prochaine élection, vous ne serez plus le député qui va nous représenter dans le secteur ici. C'est exact. Et entre-temps, je suis toujours là pour servir les gens d'ici et puis je serai toujours aussi présent. Évidemment, on a vraiment beaucoup parlé de la réforme qui a été annoncée. En fait, pas annoncée, mais pas proposée, mais plutôt imposée par les conservateurs. On parle évidemment d'assurance-emploi. Et vous tenez des consultations un petit peu partout là, dans votre comté cette semaine pour l'expliquer aux citoyens. Oui, effectivement. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité, il faut l'admettre, de ce gouvernement ici. Ils n'ont pas pris le temps d'expliquer la réforme aux citoyens. On va le faire pour eux, s'ils ne veulent pas le faire. Ils ont quand même fait de la publicité pour plein d'autres choses. Ils ont dépensé 83,3 millions de dollars sur de la publicité sur des grandes compagnies pétrolières, des projets de pétrole. Donc, nous, on trouve que c'est important d'informer les gens. On les invite pour ça. Puis, deuxièmement, évidemment, de les écouter. Il y a des inquiétudes. Cette réforme-là touche surtout l'ensemble du territoire du Pontiac, mais particulièrement les travailleurs saisonniers. On parle de l'industrie forestière, l'agriculture, même les enseignants à temps partiel. Et donc, les gens voient vraiment que c'est une réforme qui est difficile pour eux. Nous, on continue aussi notre travail à Ottawa. Le NPD, c'est un dossier très important. On continue à mettre de la pression sur Ottawa pour changer certains aspects de la réforme pour les gens, pour défendre les gens. Mais avez-vous l'impression, M. Ravignac, que les partis de l'opposition vont avoir suffisamment de force pour faire reculer la ministre sur cette réforme-là? Bien, c'est pas nous, c'est vraiment la population qui doit se mobiliser. Nous, on est là pour les supporter. Et puis, on voit une mobilisation de plus en plus forte au Québec, dans l'Est du Canada. Il faut que ça leur coûte cher, hein, au niveau politique. Et puis, on va voir aussi une mobilisation dans l'Ouest. Et je pense que ça, il faut avoir espoir, ça peut changer les choses. Mais évidemment, un gouvernement majoritaire a beau jeu, peut proposer les réformes qu'il veut. Évidemment, on peut le dire à la prochaine élection, mais la prochaine élection est quand même loin. On parle quand même de minimum 2 ans et demi, 3 ans. Donc, et les gens qui vont être présents à la rencontre ce soir, parce que vous n'êtes pas là seulement vous pour écouter ce que les gens ont à dire et expliquer, il va y avoir vraiment des gens qui vont être présents pour expliquer un petit peu là, comment on peut se retrouver de l'emploi. Tout à fait. On avait invité Service Canada. C'est malheureux, mais ils ont été coupés. Leur budget a été coupé. Donc, ils n'ont pas le personnel pour faire du outreach communautaire. Chose que
pour l'assurance-emploi est un peu difficile à accepter. Mais on a invité des groupes communautaires, que ce soit des groupes d'emploi de jeunesse ou juste d'emploi aussi, pour se présenter, pour aussi expliquer de leur point de vue, aussi des groupes de femmes, et puis parce que ça touche aussi les femmes monoparentales énormément, cette réforme-là. Donc, on veut entendre parler d'eux pour assurer que les gens sont bien informés et qu'ils sont bien écoutés. Donc, pour les citoyens de notre secteur, c'est ce soir même, et c'est à votre bureau de comté là, qui est... juste sur Saint-Joseph. La rue Joseph, effectivement. Je pense que c'est le 127 Joseph. 127, donc, oui. votre bureau de comté. Donc, on rendez-vous aux gens à partir de 19 h. Donc, on a le temps d'écouter l'émission Parole à l'élu et de se présenter directement au bureau. Voilà. J'encourage tout le monde de le faire. Voilà. Écoutez, le 1er mars dernier, vous vous êtes levé en chambre pour dénoncer le fait que les conservateurs délaissent l'économie de la région. Oui, bien. On voit que depuis que ce gouvernement ici est élu, on a eu l'impact sur la sécheresse, par exemple, sur les agriculteurs du comté. Ils ont pris très longtemps à réagir. Si on n'avait pas fait une sortie médiatique, on se demande s'ils allaient réagir. Heureusement, ils ont réagi. Il y a eu aussi une situation très difficile dans le nord du comté. Dans la vallée de la Gatineau, il y a une tombée de neige très importante qui a détruit beaucoup des sentiers utilisés par des touristes, particulièrement de ski et puis de raquettes et d'autres activités récréatives. Et donc, j'ai demandé que le gouvernement investisse un peu dans la réparation de ces sentiers-là. Et aussi, il y a la situation des travailleurs et des retraités de l'usine de Masson-Angers, ici, plutôt dans le secteur. Ils se sont vus couper leur pension de 50 %. Imagine, on attend un chèque, on a des choses à payer, et puis on reçoit un chèque, et la pension a été coupée par 50 % parce qu'une compagnie refuse de payer. Refuse de payer même s'il y a eu une entente entre le syndicat, la province et la compagnie. Et la compagnie, c'est une compagnie américaine au Connecticut, White Birch, Black Diamond. Et puis, nous, on demande que la compagnie soit responsable et qu'elle paye la pension au complet. Mais aussi, j'ai appuyé un projet de loi dans la Chambre des communes pour faire en sorte que les pensionnaires soient créanciers prioritaires au lieu de repayer les banques et les cartes de crédit, etc. Il faut payer les pensionnaires en premier. Il faut prendre soin de nos travailleurs et de nos citoyens. Avez-vous l'impression, parce que vous dites justement que les conservateurs délaissent un petit peu la région, on sait que vous avez remplacé, vous avez défait Lawrence Cannon, qui était le ministre des Affaires étrangères, le deuxième, si on veut, derrière M. Stephen Harper. Avez-vous l'impression que c'est un petit peu une revanche, peut-être, là, des conservateurs qui disent bon, Pontiac nous a laissé tomber, on les laisse tomber? Je pense que c'est le cas dans presque tout le territoire du Québec. Ce n'est pas spécifique nécessairement au Pontiac. C'est clair que le Québec a voté pour le NPD, en particulier l'opposition officielle. Et les conservateurs, ils ont fait la mathématique. Ils savent qu'ils peuvent gagner un gouvernement majoritaire sans le Québec. Donc, ils ont délaissé le Québec. On le voit, il y a plein de mesures dans la Chambre des communes qui vont à l'encontre des besoins, puis des désirs, puis des Québécois. Et puis là, on est là pour dénoncer ce fait-là et assurer que le Québec a sa place au fédéral. Évidemment, une opposition forte, c'est quelque chose d'important. On sent de plus en plus là, que les néo-démocrates prennent leur place comme opposition. Mais quelle est votre relation avec les autres partis d'opposition? On parle évidemment du Parti libéral qui est en pleine course au leadership. On parle aussi du Bloc québécois. Est-ce que vous consultez les trois partis sur certains dossiers pour faire front commun, si on veut, contre les conservateurs? À tous les semaines, nos whips se parlent. Les chefs de la Chambre pour chaque parti se parlent. On fait une stratégie commune quand ça vient à des débats en Chambre. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours le même point de vue. On ne devrait pas l'avoir, parce qu'on a été élus pour représenter cette couleur politique-là. Mais on fait autant que possible une stratégie commune pour assurer que le gouvernement rend des comptes.
le député du NPD, et je ne me souviens plus son nom, je suis désolé, qui a quitté vos rangs il y a quelques semaines pour se joindre du côté du Bloc québécois, alors qu'il avait lui-même voté pour la proposition de loi que vous aviez faite. Comment vous réagissez comme député néo-démocrate de voir que quelqu'un qui a été élu sous les couleurs du NPD s'en va vers le Bloc québécois? Bien, je suis déçu, et puis je suis déçu parce que je le connaissais, c'est devenu un collègue, et donc je suis aussi déçu parce qu'il y a un manque de respect pour la démocratie. C'est la raison pourquoi j'avais proposé un projet de loi qui assurait qu'un député soit siège comme indépendant ou retourne à des élections partielles pour respecter le choix des électeurs. Pour moi, ça, c'est très, très important. Ça touche la légitimité de notre système électoral et de notre gouvernement. Et puis, il y a seulement eu 18 des gens qui ont voté pour le Bloc dans son comté. Donc, il est allé... C'est un manque de respect flagrant pour la démocratie. Ça me choque comme élu, ça me choque comme citoyen. On s'attend de mieux, puis on s'attend de mieux aussi du Bloc, parce que le Bloc aurait pu dire non. Mais nous, on est là pour travailler. On continue à travailler pour les gens de son comté aussi. Et puis, on verra dans les prochaines élections. Mais ce n'est pas un signe qu'il y a une espèce d'effritement de la solidarité du NPD, M. Ravignan? Pas du tout. Si vous regardez le résultat du vote, c'était sûr, évidemment, il a quitté parce que de notre position sur la loi sur la clarté. La semaine après, on a eu le vote en Chambre sur la loi sur la clarté. On a tous voté unanimement pour la garder, mais aussi la remplacer avec un nouveau projet de loi développé par le NPD qui mettait au clair les principes démocratiques pour une éventuelle séparation du Québec si jamais on arrive là. Voilà. Alors, évidemment, plein de dossiers à suivre. Vous retournez en Chambre la semaine prochaine. On va suivre ça de près avec vous. Bonne rencontre ce soir et aussi bonne rencontre avec les différents citoyens du comté un peu partout sur le territoire. M. Ravignan, merci infiniment d'être venu nous rencontrer. On va se revoir évidemment dans un avenir très rapproché. Alors, c'était Michel Pilote au nom de toute l'équipe de TVC Bastien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parole à l'élu. Bonsoir.